Il y a quelques 90 participants à cette réunion. C'est excellent. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'intérêt. Je vais commencer par le fait que nous sommes rassemblés sur les territoires traditionnels non cédés de la nation algonquine. J'aimerais également commencer par quelques présentations des membres du panel. Je vais commencer par moi-même. Je m'appelle Mitch McKay. Je suis le directeur des relations avec les intervenants. Très heureux d'être ici aujourd'hui. Je suis accompagné par quelques membres du personnel des laboratoires nucléaires canadiens qui sont impliqués dans les projets. Je vais leur permettre de se présenter eux-mêmes. Megan. Bonjour tout le monde, je m'appelle Megan Vickard, je suis la directrice du projet de l'IGDS et j'ai hâte d'entamer nos discussions d'aujourd'hui. Sandra, bonjour tout le monde, je m'appelle Sandra Fort, je suis la directrice de l'approbation réglementaire liée à l'IGDS et je veux vous souhaiter tous une belle journée du Saint-Patrick. Brian, bonjour, je m'appelle Brian Wilcox, je suis le directeur du projet de fermeture du réacteur. Katie, bonjour, je suis la directrice de l'approbation réglementaire pour le projet de fermeture. Merci. Quelques petites questions de logistique. Nous allons commencer par la présentation sur le projet. Donc, pendant toute la présentation, nous allons vous demander si quelque chose est de la réalité ou un mythe. Vous pouvez poser des questions à tout moment en tapant dans le clavardage votre question dans le chat ou la fonction clavardage. Il y aura des questions vers 10h55 pour la première présentation. Nous allons faire de notre mieux de répondre à toutes vos questions après les présentations. Mais si dans certains cas, nous n'avons pas les bonnes personnes en ligne, nous nous engageons à vous revenir avec les réponses plus tard. S'il y a des questions ou si vous avez des questions après le webinaire, vous pourrez certainement nous les envoyer par courriel. L'adresse courriel vous sera disponible. Je serai très heureux de répondre à toute question que vous pourriez avoir. Voici à l'écran l'adresse ermstakeholder@commercialcnl.ca. Il y a certaines photos qui vous paraîtraient comme ne pas étant sécuritaires parce qu'elles ne suivent pas les directives de la pandémie, mais ces photos datent d'avant la pandémie, donc nous pouvons vous assurer que maintenant, toutes les directives de santé publique sont respectées. Vous pourrez écouter la présentation et participer au webinaire dans la langue de votre choix. Il y a un bouton, le bouton interprétation. Vous pourrez choisir en anglais ou français pour suivre le webinaire. Nous sommes également en train d'enregistrer la session. Donc, elle sera disponible sur notre canal YouTube après la fin de cette réunion. Je vais maintenant passer la parole à Megan Vickard. Bonjour tout le monde. Merci Mitch et merci à tout le monde d'être des nôtres. Aujourd'hui, nous allons jouer un petit jeu qui s'appelle Réalité ou mythe. Sandra et moi vont
traiter les thèmes en rotation. Donc, quand nous affichons un énoncé, il y aura une boîte et vous pourrez dire dans la fonction chat si quelque chose est la réalité ou si c'est un mythe. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Premier énoncé, il y a de la contamination de l'environnement au site de Chalk River. Donc, votez. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est un mythe? Je vais vous donner la possibilité de voter. Une fois que tout le monde aura voté, vous allez voir les résultats de ce que les gens pensent. Bon, la plupart d'entre vous ont voté que c'est la réalité. Donc, débarrassons-nous de cet énoncé. Il y a de la contamination de l'environnement au site de Chalk River. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut une installation de gestion de déchets. Nous avons appuyé la production de plus d'1 million d'isotopes médicaux, mais il y a donc un produit secondaire, les déchets, et ces déchets sont entreposés à Chalk River. Les activités de recherche, la science et la technologie créent des déchets. Avec les années, nous avons pu gérer ces déchets de façon cohérente, mais il y a l'élaboration de meilleures pratiques avec les nouvelles façons de gérer les déchets et la technologie. Nous allons à ce site disposer de déchets à faible radioactivité. Nous prenons nos responsabilités nucléaires très au sérieux. Ces activités ont comme objectif d'arriver à une gestion de l'environnement responsable. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voici quelques photos à gauche des premiers emplacements. Vous voyez qu'à l'époque, les déchets étaient placés dans des tranchées de sable. À droite, vous voyez les travaux d'enquête que nous avons effectués pour évaluer la contamination de la terre. C'était une méthode acceptable en 1949, mais ce n'est plus acceptable aujourd'hui. Cette pratique a contaminé l'environnement, la terre et les eaux souterraines. Nous surveillons cette contamination et nous la traitons. Le meilleur principe est toujours d'éliminer la source, de la contenir et de l'isoler de façon appropriée. C'est pour cela que nous avons besoin d'une installation de déchets près de la surface. Nous savons que nous devons faire mieux et il y a une mission d'envergure en cours pour nettoyer et protéger ce site. Ce ne serait pas responsable de laisser ou de gérer ces déchets de cette façon-là. Nous avons une mission de nettoyage que nous devons effectuer dès maintenant. Le laboratoire canadien nucléaire estime que le projet actuel va améliorer les conditions actuelles au site de Chalk River et renforcer la bonne protection de l'environnement. Sandra, prochain sujet. Merci, Megan. La deuxième question, réalité ou mythe? L'emplacement proposé pour l'IGDS n'est pas sécuritaire. Nous allons vous donner le temps de décider. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est un mythe? All right, so 10% of you have said this is a fact and 10% ont dit que c'est la réalité et 90% ont dit que c'est un mythe. 90% de vous ont raison. L'emplacement proposé pour l'IGDS est sécuritaire. L'emplacement a été conçu pour ce site. Le revêtement étanche sera sur une base de pierre. La protection de la rivière Outaouais était un facteur essentiel dans
la sélection de cet emplacement. La roche qui sera sous le revêtement va protéger la NSDF is rivière between le 7 and temps 12 de years. transit pour atteindre la rivière, pour que les déchets puissent atteindre la rivière et de 7 à 10 ans. L'IGDS a aussi été conçu pour résister des désastres météorologiques comme des tremblements de terre et des ouragans. Il est quelques 50 mètres au-dessus de la rivière, donc est bien protégé des inondations. Par le biais de l'évaluation d'options, nous avons étudié quelques sites. Le site préféré répondait à tous les critères de dimension, proximité au campus principal pour surveillance, faible risque d'inondation, protection des espèces menacées. Vous voyez les enquêtes géotechnologiques qui ont été effectuées pour appuyer la Mentioned, the sélection preferred du site site. is Comme located nous along avons déjà dit, le site préféré est sur un plateau de granit qui offre une fondation pour le monticule utilisé dans le dessin. La base de l'IGDS est de 163 mètres au-dessus du niveau de la mer. La conception est très solide. Il n'y a aucune preuve qu'un tremblement de terre de la magnitude qu'il est conçu pour résister ait jamais existé dans cette région. Il y a eu un tremblement de terre à Campville, en Ontario, en fin de semaine. Vous le savez peut-être. Ce tremblement de terre était de 3,3 sur l'échelle Richter et il était à 213 km du site. Le site a des séismomètres sur place et le tremblement de terre n'a pas été perçu à Chalk River. Les tremblements de terre que l'installation est conçue pour résister est quelque 250 fois plus important que celui de Campville. Prochaine diapositive à Megan. La prochaine question est celle-ci. Le monticule contiendra des matières hautement radioactives, des produits chimiques dangereux et des métaux lourds. Dites-nous si, d'après vous, c'est la réalité ou un mythe. Réalité ou mythe? Once everyone's done voting, we'll have a poll that pops up. Une fois que vous aurez tous voté, nous verrons les résultats à l'écran. La plupart d'entre vous, 84% d'entre vous, ont dit que c'est un mythe et vous avez raison. Ce n'est pas vrai. L'installation va contenir seulement des matériaux à radioactivité faible. Les matériaux comme de la terre, du nettoyage environnemental que nous faisons et les débris du déclassement de certaines installations sur le campus. Il y a aussi des décharges, des déchets généraux qui auraient pu être contaminés par nos opérations. Il n'y aura aucun matériau radioactif. Il n'y aura aucun matériau irradié du cœur du réacteur. Les déchets seront des radionuclides à demi-vie courte. L'activité totale de l'installation sera donc énormément réduite après 100 ans. Les concentrations vont bientôt, après 100 ans, ressembler de plus en plus à la concentration naturelle de radioactivité dans l'environnement. Les déchets dangereux seront
à l'intérieur des normes respectées. La gestion de déchets dans le document numéro 345. Ceci assure la protection de l'environnement et la protection du grand public à long terme. Les quantités et les concentrations de métaux seront acceptables et seront en deçà des limites des normes. Ces déchets ne vont pas finir dans l'environnement. 90% des déchets sont déjà sur le site Chalk River et 5% sera des hôpitaux et des universités parce que nous offrons ce service aux installations médicales. Il y aura aussi des déchets de sites ACL parce que nous voulons réduire le nombre de sites et d'installations de disposition de déchets. Les sites qui vont nous envoyer des déchets seront permis à le faire seulement si les déchets sont à l'intérieur et en conformité avec les règlements et les normes de sécurité établies. Maintenant, j'aimerais vous dire pourquoi il est approprié pour nous de recevoir des déchets de cette sorte. Nous utilisons toutes les meilleures pratiques disponibles à l'international pour nous assurer de contenir et d'isoler les radionucléides. Nous avons donc des barrières qui incluent des systèmes avec des revêtements en couches, les matériaux synthétiques comme la géomembrane en polyéthylène synthétique a une vie de 100 à 150 ans. Comme nous avons seulement des déchets à radioactivité faible, leur radioactivité sera énormément réduite au bout de 100 ans. Donc, nous sommes en conformité avec le niveau de protection qui sera nécessaire au moment de sa dégradation. L'argile constitue une partie importante de notre revêtement de base. La prestation de notre géomembrane en polyéthylène a été mise à l'essai par des experts internationaux de réputation mondiale en technologie de géomembrane. La technologie, dans les modèles, a offert une prestation de vie de surface de quelques 2000 ans, ce qui est bien au-deçà de nos modélisations et de ce que l'installation va devoir gérer. L'analyse de conception de l'installation a été faite par des personnes qualifiées avec expérience qui comprennent nos propres employés et des indépendants. Nous avons appris de Granby et de Port Hope et tiré des leçons de leurs expériences. Nos éléments de conception critique ont été analysés et revus par des experts pour assurer la qualité et les Okay, so our résultats. next fact or fiction is on radiation levels. So the poll is. Alors la question est la suivante. Le SNDF va émettre un niveau de radiation qui est peu sûr, qui est dangereux. À vous. We'll get the results here in a second. So 98% of you. 98 pour vous disent que c'est un mythe. Donc, et vous avez raison à 98%. Il y a effectivement des contrôles et des normes qui sont en place tout au long du projet NSDF. Et le programme de protection des radiations de notre laboratoire se conforme ou dépasse les normes de sécurité de radiation exigées par les règlements conformes à la loi et aux politiques. Le projet NSDF
limite les doses pour les employés et pour les membres du public à des niveaux aussi raisonnables que possible en tenant compte des facteurs socio-économiques. Et ceci est réalisé, par exemple, en mettant en œuvre des mesures de contrôle d'accès dans la zone, la création d'alertes concernant les radiations et également des formations. Diapositive suivante. Tout le monde est exposé à des niveaux de radiation de contexte et de milieu. Et ce diagramme nous montre les différents niveaux d'exposition liés aux activités quotidiennes. La plupart des Canadiens reçoivent quelque chose comme 2400 micro-CIVES. Et donc, c'est ce que vous voyez à 11 heures. Et cette diapositive montre l'autre source de radiation. Et donc, cela permet d'être... La dose estimée est une fraction de ce que reçoit le public. Et on estime que c'est 50 fois plus faible que la dose réglementée de 10 000 microsieverts par an, qui se trouve à 8 heures sur votre diagramme, de 1800. Et donc la dose est inférieure à celle que vous recevriez, par exemple, lors d'un vol aérien de Vancouver à une autre destination canadienne. Parole à Megan, je donne la parole à Megan. Il y a déclaration suivante. L'élimination entraînera l'abandon des déchets radioactifs. Alors, allez-y, votez. Dites si c'est une réalité ou si c'est un mythe. Vous allez avoir maintenant la case de résultats du sondage. All right, so 87% of you said that that is fiction. Donc, 87% d'entre vous dites que c'est un mythe et vous avez raison, c'est faux. Il n'y a aucun plan d'abandon des installations ni du déchet toxique. Et donc, le contrôle institutionnel donne lieu à une surveillance qui continuera aussi longtemps que nécessaire. Et avec une prévision de protection de 300 ans, nous allons continuer à maintenir les contrôles et la surveillance autant que cela sera jugé nécessaire. Et les installations d'élimination sont conçues pour dépasser ces seuils. Donc, aucune intervention humaine ne pourra les perturber. Et pendant la période de contrôle institutionnel, après 70 ans, il va y avoir des activités de surveillance et d'inspection, de manière à veiller à ce que le système assure ses fonctions. Et si tel n'est pas le cas, il y aura des corrections d'apporter. Mais on verra à faire en sorte que le système, qui de toute façon a été conçu de façon robuste, continue de fonctionner. Et on continuera les inspections pour s'assurer que la protection environnementale est assurée. Il y aura également des contrôles de l'utilisation des territoires concernés et des surfaces concernées. Mais nous savons que l'emplacement est comme étant un lieu d'élimination et un dépotoir avec des réglementations de zonage qui seront appliquées par l'agence. Et s'il y avait des problèmes, eh bien, on verra à régler ces problèmes. Nous avons le personnel, nous avons les ressources à Chalk River qui permettront d'avoir une surveillance à long terme. Diapositive suivante, s'il vous plaît. At Canadian Nuclear Laboratories, we have a comprehensive environmental and effluent monitoring programs for the Chalk River site. This includes monitoring the Ottawa River. Many of our employees live close to the site, work at the site, and utilize the Ottawa River. So we're as interested in protecting it as you are.
We monitor water quality, and we monitor the fish. There are no impacts, nor are there any predicted impacts from the near surface disposal facility or the operation of the Chalk River site. This environmental and effluent monitoring program will be expanded to include the wastewater treatment plant that we have proposed for NSDF. It is a controlled discharge where we will monitor the treated effluent and ensure it meets our benchmarks or our effluent discharge criteria before we discharge it. Et nous allons, avant de déverser quoi que ce soit, faire ces vérifications. Les détails du programme seront affichés sur le site web dans les meilleurs délais et cela permettra d'avertir le public ou les autochtones et donneront une possibilité de rétroaction concernant ces nouvelles mesures. Ce programme a fait l'objet de nos discussions et vous le trouverez également sur notre site web. Et il faut savoir que, à mesure que les installations proposées sont mises en place, chacune des phases du cycle de vie sera accomplie, qu'il s'agisse de la construction jusqu'à l'exploitation et à la fermeture. Et donc, nous demandons que les commissions de sécurité nucléaire donnent leur approbation et qu'il y ait également une approbation de la part du public. Et donc, nous allons poursuivre notre dialogue et la mobilisation du public et des communautés autochtones concernées. À vous, Sandra. C'est notre dernier énoncé. L'ANC mobilise les communautés autochtones locales pour s'assurer que les droits et les intérêts des Autochtones soient pleinement représentés. Réalité ou mythe? We'll get the results here in a second. Prenez le temps pour voter. So 95% of you are correct. 95% de vous ont raison. C'est la réalité. Depuis 2016, l'ANC mobilise 16 communautés et organismes avec des intérêts dans la région. L'ANC travaille pour s'assurer que les droits et les intérêts des Autochtones soient bien représentés, surtout quand c'est lié à la protection de l'environnement et des espèces précieuses comme celles qui sont utilisées par les communautés. L'ANC continue son engagement avec les communautés et les organismes autochtones et va continuer avec le projet. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons simplement pour faire approuver le projet. Nous sommes engagés à travailler avec les communautés et à établir des liens importants de long terme avec eux. Les communautés participent dans le processus pour s'assurer que leurs droits sont représentés. LNC a soumis un rapport d'impact environnemental et nous travaillons avec la Commission canadienne de santé nucléaire. Une grande partie de cet engagement sont des activités récentes entre juillet 2020 et fin mars de 2021. LNC va resoumettre l'évaluation d'impact environnemental une fois que l'EIE aura été approuvé par la Commission canadienne de sûreté nucléaire, nous pourrons avancer. Nous sommes à la fin de notre partie réalité mythe, de la partie réalité mythe de notre présentation. Et maintenant, nous pourrons passer aux questions-réponses. Sandra a raison. Nous sommes arrivés à la session de questions sur l'IGDS. Je sais que nous avons pris un peu de retard à cause de quelques moments de retard pour des raisons techniques, mais nous allons essayer de répondre à toutes questions pertinentes. Si
Il y a des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre en ce moment-là parce qu'elles ne sont pas pertinentes à cette réunion-ci. Nous allons vous faire parvenir les réponses plus tard. Question d'un participant. Comment est-ce que l'IGDS se compare aux installations de Port Granby? Quels sont les facteurs qui se ressemblent et quelles sont les différences entre les deux? Merci. J'ai travaillé sur le projet de Port Hope et Port Granby pendant quelques années avant de faire partie de cette équipe-ci. Donc, je peux bien répondre à la question. La conception de l'IGDS et de l'installation à Port Granby sont très semblables. Ils ont un monticule et une installation de traitement des eaux usées. Il y a des couches de revêtement synthétiques et naturels. Ils ont des systèmes de drainage qui captent les eaux contaminées pour les traiter avant qu'elles ne se retrouvent dans l'environnement. Et nous avons des installations de traitement des eaux usées spéciales dans les deux installations. La technologie des eaux usées est un peu différente pour les deux installations à cause de la différence dans la nature des eaux usées. À l'IGDS, nous utilisons des traitements chimiques qui ont été très utiles. Il y a aussi certaines différences dans le revêtement étanche et dans la couverture à cause de différences de climat. Ici, nous avons des hivers beaucoup plus froids. C'était quelque chose auquel j'ai dû m'habituer. Même si les revêtements et la couverture sont très semblables, le couvercle, il a fallu prendre en compte les différences de climat. LCN est une entreprise parmi d'autres. Nous avons donc pu tirer des leçons du projet Port Granby et de les appliquer à notre IGDS ici. Une chose que nous faisons un peu différemment, nous n'aurons qu'une cellule ouverte à la fois. Nous voulons, dans la mesure du possible, limiter le contact avec l'eau qui entre en contact avec les déchets. Ceci se fait en isolant un système de couverture qui va éliminer les eaux qui pourraient entrer en contact avec les déchets. Une question plus générale. À quoi est-ce que vous pouvez comparer votre installation? Est-ce qu'il y a une autre installation qui ressemble de façon rapprochée à celle que vous allez construire? Sandra a parlé de Port Hope et Port Granby. Il y a aussi des exemples internationaux, par exemple aux États-Unis. L'installation à Chalk River est un grand site qui a besoin d'un nettoyage approfondi, un nettoyage d'envergure. Il y a d'autres sites nucléaires aux États-Unis qui également sont en train d'entreprendre une mission comme celle-ci. Nous avons donc des déchets, des sols contaminés qui se ressemblent beaucoup, des grands volumes de déchets de construction. L'IGDS est conçu pour recevoir plus d'1 million de mètres cubes de déchets. C'est un gros volume à cause de notre mission de nettoyage du site. Il y a des exemples d'autres installations nucléaires qui ont des missions de nettoyage comme celle-ci, par exemple Oak Ridge ou Hanford aux États-Unis. Cela dit, la conception n'est pas tout à fait la même. Le concept d'une installation de gestion près de la surface est tout de même analogue. Notre système est conçu pour les conditions du site de Chalk River. Par exemple, notre météorologie, notre niveau de précipitation, l'activité séismique du site. Nous avons donc planifié les meilleures méthodes de construction pour le site. Sandra a aussi parlé de l'inventaire de déchets qui peut être différent d'un site à l'autre, les contaminants qui sont dans l'inventaire. Donc, il faut s'assurer qu'un site soit
particulièrement conçu pour les contaminants et le volume de déchets qu'il y a sur le site même. Il y a d'autres installations nucléaires qui entreprennent des missions de nettoyage de l'environnement comme le nôtre. Merci, Megan. J'ai une question qui porte sur l'approvisionnement. Est-ce que les matériaux qui seront utilisés pour les matériaux de revêtement viendront du Canada? C'est une très bonne mission. Dans l'EIE, nous devons indiquer d'où viennent nos matériaux de construction pour qu'on puisse bien estimer nos émissions de gaz à effet de serre une fois que les matériaux seront livrés vers le site, la circulation, etc. Donc, nous avons des règlements techniques, des normes techniques pour le revêtement de base et pour le couvercle. Nos contracteurs qui s'occuperont de la construction vont trouver les matériaux, mais ils devront identifier les sources. Nous avons confirmé que la plupart des matériaux de construction du revêtement de base, du revêtement étanche seront du Canada, de Pontiac ou des régions avoisinantes. Les composants des membranes, des géomembranes qui vont former le revêtement étanche ont été étudiés. Nous avons identifié ou étudié quelques candidats et nous avons trouvé plus d'un candidat qui pourrait répondre à nos critères de longévité. Merci, Megan. Il y a une question de Lily qui nous demande une expansion de nos deux projets. Ce sont des questions sur l'expansion des deux projets, donc nous allons répondre plus tard. Il y a une question de suivi. A timeline question. Sur le calendrier dont nous n'avons pas parlé dans la présentation. Pourriez-vous nous dire quand l'IGDS sera en fait terminé? Avons-nous un calendrier anticipé pour ce projet? Merci, Mitch. Je vais répondre. Nous avons des projections. En ce moment, nous attendons l'approbation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour commencer la construction. Une fois que nous aurons cette autorisation, nous nous attendons à ce que la phase de construction prenne 2 ou 3 ans. Donc, vers 2024 ou 2025, nous pourrons commencer à faire fonctionner l'IGDS, à le mettre en exploitation. Il devrait fonctionner ou être en exploitation pendant une 50aine d'années, après quoi on passerait aux activités de fermeture. Pour vous, que signifie terminaison? La terminaison de la phase construction sera dans 2 ans et la phase utilisation sera conclue dans quelques 50 ans. Il reste quelques 4 questions, mais je sais que nous devons également passer à travers la présentation sur le réacteur nucléaire de démonstration. Donc, nous devrions en fait commencer nos questions réalité-mythe bientôt. Alors, allons-y. Merci. Merci, Mitch. Le format sera semblable. Nous allons poser une question et vous allez nous dire si, d'après vous, c'est réalité ou mythe. Alors, passons au premier énoncé. Voilà, le réacteur nucléaire de démonstration a été le premier réacteur nucléaire au Canada pour fournir de l'énergie au réseau électrique. Alors,
Prenez un moment et dites-nous si d'après vous, c'est la réalité ou si c'est un mythe. Okay, and 86% say fact, and you would be 86% d'entre vous disent que c'est la réalité et vous avez raison. Le NPD près de Ralston, Ontario, en 1962, crée de l'électricité nucléaire pour la première fois au Canada. C'était un prototype de la conception CANDU qui maintenant engendre plus de 60% de l'électricité en Ontario avec un processus sans carbone. Il a servi comme centre de formation pendant 25 ans, après quoi il a été fermé en 1987. Après sa fermeture contrôlée, la première partie du déclassement a commencé, le transfert du carburant et des eaux lourdes vers d'autres endroits. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Nous voulions vous montrer quelques-unes de ces photos qui remontent assez loin avec le lancement du réacteur de démonstration et le début des activités. Donc à gauche, vous avez les excavations qui vont assez profondément dans le socle rocheux, plus de 25 mètres. Et puis, vous avez également les images en haut, au milieu et à droite qui montrent bien la montée des murs de fondation. Et vous avez également la construction des lieux de dépôt, des dépôts. Et vous avez également l'image au milieu. Vous voyez donc les cuves où sont utilisés les combustibles. Et en haut à droite, vous avez donc le confinement de l'ouest, côté ouest. Et puis vous avez également le travail d'inspection. Et en bas, vous avez donc la photo qui a été prise le 11 avril. Et donc, c'est la première fois qu'on a fait cette opération. Passons maintenant à la prochaine question, la question suivante. L'élimination ou le déclassement in situ n'a jamais été réalisé avant dans l'industrie nucléaire. Alors, vous pouvez voter pour déterminer si c'est une réalité ou un mythe. okay, and the results are fiction, and with 84% voting Vous fiction. dites que c'est un mythe à 84% et vous avez raison. Et donc, le déclassement a été fait avec succès dans plusieurs sites. Et on a fait cela également pour également mettre au rencard ou arrêter le fonctionnement de différentes centrales au Nebraska, Caroline du Sud, l'Idaho et Porto Rico. Et c'est une technique qui convient parfaitement parce que, en raison de la configuration basse du point de vue du sol du réacteur nucléaire de démonstration. Donc, cela montre un petit peu les éléments de localisation. Diapositive suivante. Quelques mots concernant certains exemples d'autres réacteurs qui ont été mis en extinction. Vous avez le réacteur près de Lincoln, au Nebraska. C'est le réacteur Hallam, un peu plus grand que
que le réacteur de démonstration, et donc le nombre de mégawatts est supérieur puisque celui de l'ENPD n'est que de 20 mégawatts. Took place here. Et donc, ce sont des installations analogues avec des combustibles et on enlève les éléments de combustible et les éléments qui ont été activés ou soumis à des rayonnements. Voici les autres images à droite. Vous avez également le réacteur bonus du Porto Rico et le réacteur expérimental en Idaho et qui ont été mis en service au début ou à la moitié, à la mi-année 60. Et donc, ils sont similaires aux réacteurs de démonstration. Ils fonctionnent à l'eau lourde et donc, les activités, les composantes à forte activité sont éliminées. Diapositive suivante. Alors ensuite, déclaration suivante. Donc, d'après l'AIEA, l'enfouissement ne devrait jamais être utilisé pour les installations nucléaires. Alors, est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est un mythe? Je vous donne quelques instants pour répondre. Okay, and the result. Bien, alors voici le résultat. Vous dites que c'est un mythe, 92%. Bon, mais ça va, alors maintenant, on a de bons résultats aujourd'hui. Nous n'avons pas eu à corriger. According to the Pratiquement. IAEA, entombment in Donc, which d'après l'AIEA, eh bien, l'enfouissement qui fait partie ne doit envisager que s'il y a véritablement protection et blindage. Cependant, la conception et la construction du réacteur de démonstration le rend réalisable, rend l'enfouissement réalisable parce que c'est à 25 mètres en dessous du sol. Il y a également une structure de ciment et le nombre d'isotopes est limité. Il y a un autre aspect à prendre en considération, c'est que la majorité de la radioactivité est captée par les différents métaux des différentes composantes qui prennent des milliers d'années à s'oxyder. Donc, c'est à prendre en compte. Diapositive suivante. Et donc, vous avez des graphiques sur cette diapositive qui montrent ce qu'on montre sur le portail, donc le réacteur qui est ancré dans le socle rocheux et vous avez une couche de béton très épaisse et donc le réacteur nucléaire a été mis hors service pendant près de 30 ans et nous avons des analyses qui démontrent que la conception et l'emplacement correspondent à ces catégories d'élimination des déchets et que donc les risques sont inférieurs. Deux choses à dire. Et donc l'image de gauche, vous voyez quelle est l'épaisseur du mur de béton. Et donc, ça aide à endiguer, à confiner la radioactivité, notamment celle qui pourrait toucher les autres composantes du réacteur. Diapositive suivante. Alors, nous avons réalité mythe. La proposition d'élimination sur place va contaminer les eaux de la rivière ainsi que l'eau potable
des résidents situés en aval. Alors, vous répondez pour savoir si c'est un fait ou une réalité ou un mythe pour vous. And the results are Voici les résultats. fiction at 92%. Alors, c'est un mythe, 92%. Everyone's acing the test today. So Bravo. that is fiction. C'est vrai, en effet, c'est un mythe. L'eau potable de l'Outaouais, la rivière Ottawa, n'est pas mise en péril. Et la conception nous permet donc d'isoler la contamination, de l'endiguer et de protéger l'environnement proche. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vais aborder quelques petits éléments qui ont déjà été mentionnés dans cet exposé concernant le bilan de déchets toxiques. Et parce que les écrans de radioactivité sont ancrés dans le système mais prennent beaucoup de temps pour s'oxyder. Et nous avons également des barrières anticontaminants. Et s'agissant du coulis, nous avons d'autres mesures qui limitent la propagation des contaminants. Et nous avons également des systèmes d'isolation du réacteur. Une bonne partie, on a renforcé les installations et on a profité également du contexte naturel. Et on a entrepris également une modélisation détaillée après la clôture qui avait été proposée pour voir comment cela pourrait ou risquerait d'affecter la rivière des Outaouais, et le projet de mise hors service n'aurait pas d'impact négatif et protégerait la rivière des Outaouais. Et des études géologiques détaillées ont contribué, entre autres, à assurer cette sécurité. Et nous allons continuer de maintenir un système de surveillance détaillé pour éviter que ne se présentent pas les hypothèses qui pourraient menacer la rivière des Outaouais. Et donc, nous faisons des opérations de surveillance continue qui continueront jusqu'à la mise hors service et à la clôture pour démontrer que le fonctionnement continuera d'être conforme aux normes de protection. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, je crois que c'est la dernière question. Alors, donc on dit que le laboratoire national va maintenir les cheminées de ventilation après le projet afin que l'on puisse garder cet endroit qui sert à des fonctions de reproduction. Quelques instants pour voter. At 92% backed. And you guys are right again. Through consultation with experts. Alors, 8% disent que c'est un mythe. Non, c'est la meilleure option qui a été choisie pour maintenir notamment les perchoirs pour les oiseaux. Et les oiseaux continuent de s'en servir depuis un certain nombre d'années. Et donc, depuis qu'on a identifié la cheminée comme un site perchoir, le CNL continue de surveiller le nombre des oiseaux. Et c'est donc la plus grande cheminée au Canada pour ce genre d'utilisation. Donc, vous voyez donc les cheminées de ventilation qui sont bien connues pour leur alternance de couleurs rouge et blanche. Et donc, il peut y avoir parfois jusqu'à 1 millier d'oiseaux qui viennent se percher là. Et donc, la cheminée sera préservée, comme je l'ai dit. Et donc, cela permettra également de maintenir en place la population aviaire. Et nous avons également une caméra qui continue de surveiller les arrêts des oiseaux sur la cheminée.
et nous continuerons de poursuivre cette surveillance pour protéger donc les possibilités de séjour. Et nous demanderons également aux parties prenantes de participer à ce compte, comme vous le voyez sur la droite. Parfois, nous avons la chance d'avoir des gens qui viennent sur le site en personne. Récemment, nous l'avons fait, mais sous forme virtuelle. Donc, restez à l'écoute. Et au mois de mai, nous allons inviter des gens à venir se joindre au décompte. Voilà, je pense que cela met fin maintenant The fact and fictions for NPD. So I think we're moving. donc la question maintenant à la portion réservée au NPD et nous passons à la période des questions. En effet, et nous avons un petit moment pour les périodes de questions concernant le NPD. Et donc, et si nous avons encore plus de temps, nous allons également voir le reliquat de questions concernant le NSDF. Et donc, je pense qu'on pourra peut-être le faire. Sandra et Megan, restez prêtes à intervenir. La première question traite de l'importance historique du réacteur de démonstration. Le site a une plaque historique. Peut-être d'autres pourraient confirmer si c'est un site de patrimoine canadien. En le recouvrant ou le remplissant de coulis, nous sommes en train d'affecter cet patrimoine, certains pensent. Je ne sais pas si vous voulez parler de cet aspect-là. En fait, c'était une observation plus qu'une question. Nous savons qu'il y a des artefacts en place. Nous savons qu'un musée a été institué à Deep River pour prendre en compte le déclassement qui se fait en ce moment pour capter l'histoire et pour préserver des objets, des aspects importants du site. La plaque va rester sur l'autoroute pour que le site reste dans la mémoire des gens. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter à ce sujet-là? Mitch, ce que vous dites est tout à fait vrai. Il y a un musée à Deep River où ils font des efforts de conserver le patrimoine de ces réacteurs importants de leur histoire. Il serait bon de continuer à visiter ces réacteurs, mais il est important tout de même de les convertir à des installations sécuritaires pour réduire les responsabilités du Canada. Le coulis a été utilisé pour stabiliser les parties souterraines et pour permettre au réacteur de rester là où il est. Vous avez raison qu'il y a une plaque. Je ne sais pas si c'est un site de patrimoine canadien. Je ne sais pas ce qui est écrit sur la plaque, il faudrait confirmer. En tout cas, nous reconnaissons que l'histoire du réacteur de démonstration en Ontario et au Canada est importante. Donc, c'est une bonne observation et il est important pour nous de continuer à préserver et à conserver l'histoire pour que nous puissions nous en souvenir en allant de l'avant avec le déclassement et la fermeture du site. Merci de ce commentaire. J'aimerais ajouter quelque chose. C'est seulement dans un an ou deux que nous allons commencer le travail si nous avons l'autorisation du CCSN. Une fois que certains contrôles liés à la COVID disparaissent,
le grand public peut venir voir le site, c'est sécuritaire. Nous pouvons leur montrer le réacteur pour qu'ils puissent vraiment apprécier ce que décrivait Katie, l'épaisseur du béton, d'autres mesures qui ont été prises. Donc, nous avons une équipe de contact avec le grand public. Vous pourriez certainement communiquer avec eux. Merci, Brian. Je vais retourner à la question qui avait été posée pour l'IGDS, mais qui en fait touche les deux projets. L'engagement avec les communautés autochtones. Il y a trois questions ici que nous pouvons en fait traiter comme une. L'une porte sur l'expansion ou l'élargissement de nos consultations avec les communautés autochtones. Nous avons expliqué comment nous avons élargi nos consultations. Il y a aussi une question qui porte sur la perception que nous sommes retardés par ces consultations, par l'aspect consultation avec les communautés autochtones. Et comme nous n'avons pas les bons renseignements sur l'engagement autochtone, ça donne une mauvaise perception des projets. That wraps up into this is Puis la troisième question traite également des consultations des terres aux alentours du site et du droit que les autochtones et les communautés pourraient avoir d'influer de façon plus importante sur les processus. Donc, je pense qu'on peut répondre à toutes ces questions ensemble parce qu'elles sont liées. Je vais donner à nos collègues un peu de temps à penser à la réponse, mais en tout cas, les autorités réglementaires n'ont pas donné de prescription pour les consultations autochtones. Notre relation avec les communautés autochtones est très importante, non seulement pour ces projets, mais pour nous, pour le laboratoire nucléaire canadien. Nous savons que ce sont des processus qui prennent du temps. Both the regulator and the project don't want to go forward until we have those relationships right. Que les autorités réglementaires et nous ne voulons pas aller de l'avant avant d'avoir eu des consultations approfondies et élargies. Commençons par le réacteur de démonstration, puisque c'est leur présentation, après quoi nous passerons aux participants du projet IGDS. Brian, tu peux commencer. Merci. Comme a dit Mitch, LNC a travaillé fort dans les 40 dernières années pour établir de bonnes relations avec les communautés autochtones. Nous avons rencontré beaucoup de personnes, les Algonquins, les Péquakans, les nations métis de l'Ontario, les Premières Nations Curve Lake, ANTC et d'autres qui ont exprimé un intérêt dans les projets. Ces communautés de Premières Nations et les communautés métisses nous ont offert beaucoup de recommandations et d'observations. Nous avons eu de nombreuses réunions avec les communautés. LNC, en ce moment, participe de façon proactive à des consultations sur les préoccupations des communautés. Nous suivons les protocoles désirés des communautés particulières et nous avons produit un corpus de documentation solide pour appuyer cet engagement. Comme a dit Mitch, c'est important de le faire. Nous voulons adresser les questions et documenter les questions et les préoccupations que les communautés ont partagées avec nous. Elles figurent dans notre évaluation d'impact environnemental et nous utilisons cette documentation pour pouvoir
offrir un projet de la documentation équilibrée à la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Il est important de bien faire les choses de ce côté-là. Megan, Sandra, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose du point de vue de l'IGDS? Oui, merci. Comme dit Brian, le projet IGDS a aussi consulté les nations autochtones et métis, les Premières Nations et les nations métis du côté québécois et du côté ontarien, les Algonquins d'Ontario, la nation métis d'Ontario, les Premières Nations Pikwakagan, les communautés de Williams Creek, Kalawak et Kennegan-Zibi. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont quelques-unes des nations et des organismes qui ont été très intéressés dans le projet. Nous avons tenu des réunions communautaires, nous avons élaboré des groupes de travail, des ateliers, nous avons fait des présentations à leur demande. Nous avons des ententes de protocoles, des protocoles d'entente avec ces communautés pour qu'ils puissent être engagés dans notre processus. Il y a une question sur l'EIE final et sur l'engagement des Autochtones. Ce que je dirais là-dessus, c'est ceci. L'aspect que nous changeons dans la dernière version de l'EIE, c'est notre volet engagement avec les Autochtones. La dernière itération était du 30 juin 2020. Donc, nous allons mettre à jour le dernier EIE pour inclure toutes les consultations et interactions qu'il y a eu avec les communautés autochtones jusqu'à fin mars. C'est un élément très actif du projet IGDS. Et comme j'ai déjà dit, le fait que l'EIE ait déjà été soumis ne veut pas dire que nous ne sommes pas engagés à continuer cette collaboration. Nous allons incorporer les recommandations des communautés autochtones au fur et à mesure. Je vais demander à Megan de compléter. Merci, Sandra. Il faut qu'une chose soit claire. Nous avons un devoir de consulter. Donc, les laboratoires canadiens nucléaires pour l'IGDS et pour le réacteur de démonstration ont une responsabilité d'entreprendre cet engagement avec les communautés autochtones, d'entreprendre ces consultations. Nous voulons comprendre, nous voulons qu'il y ait des possibilités d'interaction importantes. Quand il y a des questions et des préoccupations, nous nous engageons envers ces groupes de nous assurer que leurs préoccupations soient traitées si le projet va de l'avant. Il faut que ce soit clair. Nous avons la responsabilité d'entreprendre un engagement, mais la consultation comme telle est une responsabilité de la couronne. Merci. Passons à des questions sur le réacteur de démonstration. La première sera de John Lougheed. Qu'allez-vous faire avec les terres qui entourent les installations? Merci de la question. Les terres entourant la centrale. Les installations de déchets qui seront créés avec la fermeture du réacteur de démonstration seront très petites. Elles ne représenteront qu'1% du site. Donc, il y a des terres à l'est, à l'ouest et au sud qui va rester la propriété de ACL. LCN a
effectuer des activités de caractérisation de ces terres pour voir si qu'elles n'ont pas été affectées par les activités du réacteur de démonstration. Les discussions sur l'utilisation de ces terres sont encore en cours et vont comprendre la participation de AECL qui est le propriétaire du site. Merci, Katie. Bien, une bonne question concernant le NSDF. Quel est le calendrier qui entoure la soumission concernant le NPD, le réacteur nucléaire de démonstration, et quels sont les temps d'approbation du processus pour la mise hors service? Quand est-ce que ça va commencer? Donc, c'est une mise à jour concernant le calendrier. Oui, je peux vous donner une mise à jour, en effet. Le projet de clôture du NPD est à une étape différente du NSDF. Le NSDF envisage sa dernière soumission concernant l'EIS et le NPD a soumis un projet d'IAS, donc mise hors service révisé, juste avant Noël. Et nous avons reçu également d'autres rétroactions. Et donc, il va falloir que nous veillions à obtenir veiller à ce que notre diligence raisonnable soit bien effectuée et que nous répondions également aux questions de la communauté, des communautés autochtones. Donc, il doit y avoir une nouvelle mission par le NPD de ce nouveau projet de mise hors service. Et ensuite, il va y avoir un examen de technique sur 90 jours. Et ensuite, il va falloir répondre pour demander aux demandes de complément, pour répondre aux demandes de complément d'information. Et nous espérons donc que nous allons pouvoir répondre aux commentaires de ces MSC pour ce qui est de l'examen technique d'ici la fin de l'année. Nous espérons pouvoir remettre notre projet définitif et nous allons le faire selon un processus analogue à celui du NSDF pour lequel on n'a pas encore fixé de date limite. Et nous pensons que le scénario le plus proche sera de la mise au service et les activités de mise au service pourraient commencer vers la fin de l'année 2022. Ça prendra environ 2 ans pour les achever et ensuite nous passerons ensuite à la phase de contrôle institutionnel de la clôture. Merci, Katie. Je sais bien que dans notre ordre du jour, nous avions jusqu'à 11h35, nous devrions conclure, donc nous sommes en retard de 10 minutes, mais peut-être que nous pourrions accepter encore une question. Et puis, ensuite, s'il y a encore des questions en suspens, eh bien, nous allons nous engager à y répondre et nous allons envoyer cela à l'ensemble du groupe de nos participants de la séance d'aujourd'hui. Donc, nous allons écouter encore et répondre à encore une question et puis nous allons conclure. Il s'agit d'une question qui compare le NPD de Douglas Point. Est-ce que c'est... Quelle est la différence entre le NPD et celui de Douglas Point, le site de Douglas Point? Et pourquoi est-ce qu'on ne l'utiliserait pas là-bas? Oui, je peux répondre à cette question. C'est une excellente question. Donc, lorsque l'on fait l'évaluation d'un projet de mise en service, nous faisons une évaluation extrêmement détaillée des différentes composantes. Et donc, les avantages que présente le NPD concernant le site, ces avantages n'existent pas pour le Douglas Point parce que le NPD est de petite taille et il est de faible capacité, toxicité et il est enfoui. Et donc, pour le Douglas Point, il faudrait que
l'on commence à avoir le traitement humain, notamment le démontage et le démantèlement par intervention humaine. Et donc, c'est quand même un réacteur de 200 mégawatts. Donc, c'est-à-dire 10 fois que celui de la production du NPD. Et donc, on peut certes se servir d'équipements lourds pour faire une bonne partie des opérations de démantèlement et éviter le contact humain. Et ça se prête davantage au démantèlement et à la gestion des déchets, que ce soit sur le site ou même après pour les autres opérations qui suivent. Est-ce que Katie a quelque chose à ajouter? Voilà, j'espère avoir répondu. Bonne question. Bien, nous allons procéder à la conclusion de notre séance. Je sais qu'il reste encore des séances concernant les activités futures, notamment pour ce qui est du dialogue avec la population, la mobilisation et l'incidence de la pandémie. Nous allons poursuivre la tenue de nos webinaires et nous allons prévoir également des séances d'information technique ainsi que des opérations aux portes ouvertes durant la pandémie. Et lorsque les conditions sanitaires seront améliorées, nous allons commencer à donc retourner aux visites et aux explications en présence des intéressés. Some stuff actually out in the public. We do plan Nous actually aurons donc des opérations en contact direct avec le public et nous allons à un moment donné ouvrir une devanture. Et donc, jusqu'à présent, les devantures n'étaient pas quelque chose de sûr. Et donc, et nous voulons poursuivre nos séminaires parce que c'est une bonne façon de parler de ces choses-là. Et c'est une bonne façon de maintenir une interaction avec les parties prenantes. Donc, pour répondre à cette question, je dirais que nous souhaitons procéder des deux manières et dès que cela sera sûr et sécuritaire, bien sûr. Et Margot m'a dit comme ça que nous allons faire une espèce de sondage de conclusion pour savoir si nous pouvons d'ores et déjà avoir une première rétroaction. So do stay on for that if you can. Donc, veuillez rester branchés si vous le pouvez. Cela dit, je remercie toutes les participantes et tous les participants et nous aimerions savoir, ça c'est la question du sondage, dans quelle mesure vous êtes satisfait des informations communiquées au cours de ce webinaire. Et voilà, alors prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir, merci.